Prism Radio, the music experience. Vous êtes sur Prism Radio, bienvenue à tous. Aujourd'hui on a un invité et moi je suis très contente parce que c'est ce que je préfère. Et aujourd'hui je reçois le DJ Arias. Salut Arias, comment ça va? Salut Juliette, ça va et toi? Ouais, ça va, merci, c'est gentil de me demander. Oh. C'est cool que tu sois là, ça nous fait très plaisir parce que voilà, tu fais un petit peu ton retour en ce moment et je dois dire qu'on est très content de s'associer à ça et de parler de tes projets, notamment un nouveau morceau qui vient de sortir cette semaine qui s'appelle Virgo. Et c'est pas tout, hein, il y a plein de choses à venir et puis surtout on va essayer de faire un petit peu connaissance parce que nous on est des gens bien élevés chez Prism Radio. Du coup on va s'intéresser un petit peu à toi et notamment à comment ça a commencé. Donc moi j'établis ton début de bébé DJ autour de 2000. Non, je vais pas partir en 2001 quand tu faisais des trucs trop horribles et tout. Non, autour de 2006 quand tu as signé un certain track avec Arno Cost qui a bien fonctionné. Mon et premier. Qui du coup était quoi ta première production ou c'était un petit peu un hasard ou quoi? Ma première production signée, il me semble. Et c'est la première que j'ai sortie, c'était sur Serial avec Arnaud, que j'avais rencontré à l'époque sur le forum de Joachim Garraud. Le fameux, c'est marrant parce que j'entends pas mal parler de ce forum-là. Bah ouais, parce qu'à l'époque, c'était vraiment un endroit de rencontre de tous les producteurs, et c'était surtout un endroit où les producteurs à l'époque venaient vraiment discuter. Donc quand je dis les producteurs, c'était des Sébastien Léger, des Prids, des Axwell qui passaient sur le forum. Et c'était, il y avait vraiment une énergie entre les fans, les producteurs et les compositeurs amateurs. Et franchement, c'était génial. Donc c'est là que tout le monde se rencontrait à l'époque, quoi. Parce que toi, à ce moment-là, t'étais plus producteur que DJ, je crois. Enfin, t'as commencé en tout cas par la production. Ah, moi, je suis arrivé à être DJ après Magenta, parce que je n'étais pas du tout DJ en fait à la base. Donc j'ai produit, donc on a fait Magenta et grâce à Magenta, il y a des dates qui sont tombées. Et là tu t'es dit on m'invite en boîte, je vais peut-être m'y mettre. Voilà, sinon ça va être gênant. Sinon ça va être un petit peu compliqué et donc je me suis mis à mixer et je suis tombé là-dedans comme ça. Et c'est comme ça que c'est devenu une passion aussi après. Et a priori, c'était plutôt une bonne idée parce que Magenta, ça a tout simplement explosé, ça a cartonné un petit peu partout. Je crois que ça a été édité par Eric Prydz, ça a été joué par Axwell et par plein d'autres. À l'époque, en plus, avec Arnaud, on était vraiment mes fans absolus d'Eric Prydz. Donc le jour où on a fait ce morceau et qu'on a vu que Eric Prydz et Steve Angelo avaient fait un edit et que Axwell le jouait, en fait, je m'imaginais pas, moi, un an plus tôt, j'étais chez Carrefour en train de faire passer des trucs en caisse, quoi. et là, je me rends compte qu'il y a des mecs dont je suis fan et qui jouent le morceau que j'ai fait avec Arnaud. Et donc, c'était magique, quoi. C'était vraiment le début parfait, quoi. Et est-ce qu'à ce moment-là, t'as pu rentrer en contact un peu avec ces gens-là ou pas encore trop? Ah si, au début, étant donné qu'on était joués et que vraiment, le morceau a vraiment été un gros carton dans la musique électronique à cette époque-là. On était en contact avec tous ces gens-là, avec les Axwell, avec les Eric Prydz, avec ensuite plus tard les Dirty South et tout, etc., qui sont toujours là et qui sont les tauliers encore de la musique électronique. Et on était en contact avec ces gens-là, quoi. Ouais, là, ton monde change un peu, quoi. La vie, elle change. Enfin, la vie, elle change pas tant que ça. Pas d'un coup. C'est pas d'un coup de baguette magique, mais on se retrouve dans un milieu dans lequel on n'est pas du tout et auquel on n'est pas vraiment préparé, en fait. Est-ce que c'est ce moment-là où tu t'es dit, je vais faire ça de ma vie? Ou est-ce que tu y avais pensé avant? Ou est-ce que... Non, la musique, je savais déjà que ce serait toute ma vie. Je savais. En fait, il y a des événements qui m'ont donné le déclic dans ma vie et qui m'ont dit, ok, la musique, c'est pour ça que t'es fait. Et donc j'ai arrêté les études très tôt. Les études m'ont arrêté plutôt. Ouais. Elles t'ont dit non merci, monsieur, ça va pas être possible, il va falloir y aller maintenant. C'est par là. et donc je suis tombé dans la musique et vu que j'y ai cru parce que justement sur ce forum Garraud, il y a des gens qui disaient que j'avais peut-être du talent, donc j'y ai cru, j'ai foncé. Ça a marché, tant mieux, quoi. Et après, tu t'es mis à mixer en plus, donc c'est bien, du coup, tu as pu partager cette musique aussi un peu en live finalement devant les gens. Ouais. Et c'est quelque chose, hein. Franchement, c'est quelque chose. C'est la première fois que j'ai joué, c'était, si je dis pas de bêtises, c'était au Red Light et c'était une soirée avec Sébastien Bennett. D'accord. Petit coucou à lui. Hein. Et, on en profite pour le saluer. Voilà. Et
Ah, c'était un moment assez bizarre parce que c'était entre le stress, l'angoisse et le plaisir quoi, de mixer devant des gens. Donc, ouais, c'était assez spécial ma première date, on va dire. Mais après, quand tu commences à comprendre et maîtriser la chose, tu prends ton pied à chaque fois, quoi. D'autant que là, tu avais un petit peu la pression parce que j'imagine que dès que tu commençais les premières notes de allez quoi, 10 secondes de Magenta, les gens devaient probablement Ouais, péter les plombs dans la boîte. c'était un peu c'était la fête, ouais. C'était la fête dans la soirée. Non, ouais, c'est vrai que Magenta a eu un gros impact. Et je sais même pas quoi dire parce qu'en fait, sans ce morceau, je pense que je serais pas là aujourd'hui, en fait. C'est le déclic, le début, Voilà. c'est un peu tout quoi. C'est tout. C'est le départ et le point déclencheur de toute ma carrière, on va dire, aujourd'hui. Ça a déclenché même pas mal, tu peux le dire, puisque derrière, t'as sorti un titre qui s'appelle Flying, qui a très bien marché aussi. Ouais. Du coup, comment tu te sentais pour Flying ? Est-ce que t'avais une appréhension de fou, sachant que, cette fois, t'étais tout seul, et deux, Magenta avait vraiment cartonné partout. C'est quel genre de pression, quoi ? Parce que quand ton premier titre comme ça a explosé, ça doit pas être évident derrière. Bah, bizarrement, à cette époque-là, j'avais beaucoup moins de pression que j'en ai aujourd'hui. Ouais. Parce que franchement, c'était la jeunesse. Je pense que c'est la jeunesse, c'est l'insouciance. Tu fais ça vraiment. Vu que j'en étais encore au début, je comprenais pas encore vraiment ce qui était en train de m'arriver. Et ouais, moi je faisais ça avec vachement d'insouciance, quoi. Fly-in, je l'ai fait entre un foot avec des potes et une pizza le soir avec d'autres potes, quoi. Donc c'est un peu cool. Voilà, mais souvent cool. c'est aussi finalement ces morceaux quand tu les fais comme ça sur un coin de table, on raconte souvent que derrière ils cartonnent. Et... tous les morceaux qui entre guillemets cartonnent je pense de tous les artistes qu'on connaît sont un petit peu des morceaux qui ont été faits, ils ont tous une histoire un peu particulière, quoi. Pour Magenta par exemple, on a fait cramer des frites et on a fait des frites au four et on les a fait brûler, on avait un peu rien à foutre, quoi. Et donc et du coup t'associes cette chanson à ça, ok. Bah ouais, avec Vadim, avec Arnaud, pardon, le souvenir qu'on a de la création de Magenta, c'est le fait d'avoir fait brûler des frites à 3h du mat et d'avoir emplisté de la baraque, quoi. Ok. Ouais, comme ça les gens le sont, mais ça se trouve ils vont un peu à ton souvenir maintenant en écoutant, voilà. Ils auront une espèce de vieille odeur de friture, tu vois. Et de bière. On sait pas trop pourquoi. Et évidemment, tu t'es pas arrêté là, hein. Derrière, t'as enchaîné, même enquillé, j'ai envie de dire, parce que t'en as sorti Sweet Melody, Red Black, Love Candle, Burning End, Atlantic, tout ça c'est entre, on va dire, 2007 et 2009. C'est ça, ouais. Et j'ai pas tout cité. Pourquoi tout à coup t'as eu cette boulimie incroyable de... Enfin, t'en sortais comme ça super régulièrement. Tu vivais dans ton studio peut-être. Je vivais le studio vivait en moi, même. Franchement, c'est beau. Okay, ça marche moins avec cette phrase qu'avec l'école tout à l'heure quand même. Non, mais j'avais que ça, quoi. C'était une période assez compliquée dans ma vie en même temps, et je m'accrochais beaucoup à ça. Et c'est vrai que la musique m'a tiré vers le haut, et donc je me suis plongé dedans et voilà, j'ai fait autant de musique que je pouvais et autant que j'en voulais, d'ailleurs. J'ai eu la chance d'avoir une mère très compréhensive et très paniquée aussi au début. Elle a dû être rassurée par... Heureusement, t'as mis Magenta au tout début. Ouais. Comme ça, c'était genre... c'était plus cool derrière. Parce qu'au début, elle se disait, mais quoi, mais intermittent, je comprends pas, fais des études. Tu veux être troubadour. Tu veux être troubadour, saltimbanque, enfin bon, voilà, quoi. Et donc, non, j'ai eu la chance d'avoir... En fait, j'étais dans une période favorable à la création, quoi. Et à ce moment-là, comment tu pourrais parler de ton style là, sur cet enchaînement ? Est-ce que c'était... est-ce que tu as l'impression que tu appartenais à un genre particulier, par exemple un peu progressif, ou t'étais pas tellement dans ça à ce moment-là ? Ou est-ce que d'un morceau à l'autre, tu t'avais aucun code ? Comment ça fonctionnait pour toi ? En fait, je m'imposais pas de suivre une ligne artistique, mais j'en suivais une quand même sans le vouloir. C'est-à-dire que c'était naturel. La musique que je faisais ressemblait à la musique que je faisais. Voilà. J'ai jamais été chercher des inspirations, jamais été chercher un morceau à me dire tiens, je veux que ça ressemble à ça, ou m'orienter, tiens, je veux que ça sonne 80s ou que ça sonne rock ou quoi qu'est-ce. Non, j'avais un goût naturel pour créer quelque chose sans référence exacte, en fait. Voilà, je voulais juste créer quelque chose qui sorte de ma tête et de nulle part ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans sur tous les morceaux que tu as dit, parce que si tu les écoutes, tu verras bien qu'il y a des gouffres entre tous les morceaux. C'est vraiment des trucs qui se ressemblent pas du tout, quoi. Et pourtant qui gardent un truc qui les relie et que j'aurais même pas expliqué moi-même. Donc voilà.
À ce moment-là, tu étais fidèle à un label qui est Serial, Ouais. Records, où tu sortais tout presque sur ce label. Ouais. Ça marchait comment avec eux? Là, tu dis qu'il y avait un gros gap entre chaque track. Est-ce qu'ils te donnaient eux une ligne ou comment ça marchait? Non, ils avaient confiance en moi à 100%, et c'était carte blanche. Voilà. Fais ce que tu veux. Nous, si ta musique on n'aime pas, on te le dit. Hein. Voilà, j'avais en fait un deal de préférence avec eux, donc en gros, je leur faisais écouter. Si on voulait pas, je pouvais le sortir ailleurs. Mais bon, j'ai eu la chance que tout ce que j'ai renvoyé, ils ont aimé. Donc ils l'ont sorti, et puis non, j'avais pas de pression à ce niveau-là. Ouais. Du coup, il y en a eu beaucoup. J'ai cité quelques titres. Quelques-uns. Et pas que des productions originales. Tu t'es aussi fait remarquer avec quelques remixes. Un remix de Noir, notamment Times of My Life. Un remix de David Guetta. Et aussi un remix de Tristan Garner. Bon, ça, on va pas se mentir, ça a aussi pas trop mal marché pour toi et pour vous. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce remix? Eh ben écoute, Tristan, parce que c'est Tristan Garner qui l'a fait, l'original, vient me voir un matin à l'époque où c'était encore MSN, qui vient me dire putain, Poulet, je tiens un truc, c'est énorme, il y a une voix, elle tue, etc. Je fais vas-y, envoie. J'écoute et je dis effectivement, c'est pas mal et tout, j'aime bien la voix. Il me fait tu veux faire un remix? Je fais écoute, allons-y, je fais un remix. Puis voilà. J'ai fait un remix à 3h du... Enfin, pas à 3h du mat, ça a pris quelques jours. Mais voilà, en 10 minutes et en avant. Ouais, non, là, il y a eu un peu de travail, mais ouais, voilà. C'est né comme ça. Il m'a envoyé ça. Et puis, il n'y a même pas eu de gros deal. On avait fait un échange de remix à la cool, quoi. Et voilà, le morceau est devenu ce qu'il est devenu. Et là, association de frites brûlées, quelque chose association d'un peu spécial. de Domino's Pizza, là. Ok, c'est toujours très bien. Non mais c'est bien, ça continue à être sain et romantique et tout. Donc tu vends ça très bien, ça donne envie d'écouter ton track. Des fleurs et des papillons aussi. Voilà, merci, c'est quand même mieux, ça donne envie d'écouter ton remix de Give Love. Et ça a très très bien marché, ça a été un carton. Comment tu te sens à ce moment-là? On est à peu près, je crois, fin 2009 par là. Ça fait 2 ans que t'enchaînes, que tout marche très bien. Comment tu te sens? T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Pareil en fait, c'était une période où je me posais pas de questions, je faisais quoi. Vraiment, je me posais pas de questions. Bon après, c'est sûr que ça donne de la confiance et on se permet. Et c'est bizarre parce que du coup, on se met à réfléchir, vu que les morceaux deviennent gros en fait. On se met à réfléchir on commence à avoir peur du faux pas en fait. Et c'est vers cette époque-là, 2010, fin 2009, 2010 et demi, que je commençais à me poser des questions, en tout cas pas à douter, mais j'avais confiance, et cette confiance m'obligeait entre guillemets à faire un sans faute en fait. Et c'est là qu'on commence à se mettre de la pression inutile, etc. et qui est pas saine, qui est pas vraiment saine quoi. Et qui provoque aussi peut-être du coup l'inspiration qui vient moins et ce genre de choses, ou c'est pas tellement ça non plus? Disons qu'on fait la musique moins instinctivement. Quand on est dans cet état d'esprit-là, on fait la musique beaucoup moins instinctivement et du coup c'est le cerveau qui prend le relais. Et en général dans la vie, quand le cerveau il prend trop le relais, ça fait des histoires. Donc et en musique c'est pareil. Donc faut faire un peu la musique instinctivement. Et il y a eu cette période-là où j'ai commencé à réfléchir un petit peu trop sur la musique, quoi. 2010, 2011, tu ralentis assez sérieusement le rythme. Ouais. Et jusqu'à un dernier... Enfin, je dis ça comme si c'était fini, mais voilà. Jusqu'à un track que t'as fait... Arias, paix à ton âme, c'était 2006, sympa. 2011. C'est trop triste. Jusqu'à un track que t'as fait avec Arnaud Coste. Donc finalement, ça a bouclé un petit peu la boucle. Ça s'appelait The Days to Come. Et là, eh bien, c'est la pause. C'est ça. Donc Arias tire sa révérence, il prend un petit peu de recul et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a quand même duré à peu près 2 ans. C'était un petit peu compliqué. En fait, j'étais arrivé à un moment de ma vie, enfin de ma carrière plutôt, où j'étais face à la réflexion où je me rendais compte que je tournais pas mal et c'était pas toujours extraordinaire. Et je sentais que je prenais un peu le mauvais chemin, que j'étais pas, que je commençais à être entre guillemets sur la pente descendante. Voilà, je le sentais venir en tout cas.
peut-être que les gens n'ont pas ressenti ça ou quoi, mais moi je l'ai senti venir. Et plutôt que de continuer là-dedans et me dire ouais, de toute façon je déchire, les gens ils kiffent et vas-y on va continuer, peu importe, j'ai préféré prendre du recul, me dire ok, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, est-ce que c'est vraiment la musique que je veux faire, et voilà, ça m'a pris un certain temps. Pareil, c'était une période un peu de ma vie un peu compliquée, et puis bah voilà, ça a pris le temps que ça a pris. Et voilà, c'était ça la cause en tout cas de ma pseudo-retraite. Parce que voilà, je voulais pas justement, bah en fait, c'est la même réflexion que quand je faisais de la musique et que je voulais pas me planter. Bah là, c'était la même réflexion, je voulais vraiment pas me planter. C'est-à-dire que je voulais pas continuer et me coller une mauvaise image. Parce que dans ce milieu-là, l'image compte tellement que si tu t'en colles une mauvaise pour te la détacher, derrière, c'est compliqué. Pendant cette période, est-ce que tu étais dans une vraie retraite ou est-ce que tu suivais un peu les gens? Est-ce que tu continuais à fréquenter des Arno Cost, des mecs comme ça, des Tristan Garner Ouais, parce que ces gens-là, ça a toujours été mes amis en fait. Et j'ai pas arrêté de les voir, on a continué à bouffer des pizzas et faire cramer des frites, ça y a pas eu de souci. Et l'inspiration reviendra. Voilà, et non, j'ai continué à voir ces gens-là, j'ai continué à m'intéresser à la musique électronique, je me suis aussi ouvert à d'autres choses, j'ai aussi continué, j'ai produit un petit peu des trucs à côté, mais non, je me suis jamais vraiment coupé de la musique. La seule chose de laquelle je me suis coupé, c'est artistiquement Arias et tout ce qu'il y a autour. Voilà, j'ai mis une pause sur ça pour pouvoir reprendre les choses à zéro en fait. Une pause qui, heureusement, au final, n'a pas été une rupture totale et tu n'es pas parti à la retraite, puisque 2013 signe bien le retour d'Arias. Et ça, on va le découvrir dans quelques minutes, mais juste avant, on va s'écouter ton titre Magenta. Donc voilà, celui du début, celui que tu as fait avec Arno Cost. Voilà, c'est un titre que je crois toi aussi tu avais envie de réentendre avec Prisme Radio. Et comme je te comprends, je rappelle que donc là, on s'écoute ton titre, on revient pour reparler de ton grand retour de 2013. Et juste après, tu nous fais l'honneur de nous faire un mix aussi d'une heure. Donc restez bien avec nous, restez sur prismeradio.com. À tout de suite. Ce soir, émission spéciale sur Prisme Radio. Jusqu'à 20h, Juliette Léniel reçoit Arias pour une interview et un mix exclusif. À l'instant, c'était Magenta de Arias. Arias qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur Prisme Radio. Comment ça va? Comment ça se passe, Arias? Est-ce que tu passes un bon moment avec nous? Ouais, j'en ai profité pour aller faire griller des frites dans les studios. Normal, parce que ce que tu nous racontais tout à l'heure, c'est que ça t'aidait aussi à trouver l'inspiration de faire griller des frites avec Arno Cost et de manger des Domino's Pizza avec Tristan Garner. Ça te permettait de trouver l'inspiration et de faire des cool morceaux. Non, mais pendant la chanson, tu nous as gratifié quand même tu as donné de la voix. Il faut savoir, les gens, qu'un grand secret, c'est que Arias est un grand chanteur. Et voilà, que tu as une très belle voix. C'est dommage de ne pas faire partager. Bah écoute, je pense qu'on rentre dans l'hiver déjà. Ouais. Et je pense qu'il va être assez dur comme ça. Je voudrais pas tuer les gens trop tôt. Arias, celui qui provoquait la neige. Voilà. Non, ils font tomber la pluie, moi c'est la neige. Donc T'as jamais fait de vocales sur tes morceaux, pas pour chanter, mais je veux dire en drop ou quoi? Ah si, mais je les ai gardés pour moi. Hein. C'est une manière d'aider à la création. Ça permet faire venir des idées, on va dire. Mais non, ça. J'imagine qu'il doit y avoir des kilomètres de bandes où Arias chante tout seul pour faire les top lines de ses tracks. C'est horrible. Mais faut pas l'entendre. C'est vraiment moche. Ouais, on verra. Tu ne trouveras pas. Tu peux chercher, tu ne trouveras pas. Parce que je cherche extrêmement bien sur Internet. Je cherche très très bien. Non, je pense pas qu'il y en ait. Ce qu'on disait juste avant d'écouter ton track, c'est que donc tu as fait une pause de environ 2 ans dans la musique où tu as disparu, tu étais en avis de recherche et puis finalement tu es de retour en 2013. Tu reviens et notamment évidemment parce que ça se fait aussi comme ça, tu reviens avec un track et ce track il s'appelait Andromeda. C'est ça. C'était toi qu'on entendait là. Ouais, c'était ma voix. Ah mon Dieu, j'étais sûre que t'étais chanteur. Voilà, putain. Andromeda, c'est le titre qui signe une grande aventure aussi dans ta vie. C'est évidemment la création de ton propre label. C'est ça, ouais. C'était une obligation pour moi. Voilà, il fallait que je monte mon label pour pouvoir faire ma musique sans avoir de pression et pouvoir avoir mon rythme surtout. Parce qu'aujourd'hui, les labels imposent soit des rythmes trop lents, soit des rythmes entre guillemets trop rapides.
Donc je voulais pas avoir de pression et de deadline à me dire ouais bah fin du mois faut que j'ai un morceau coûte que coûte qui soit bon ou pas. Et je voulais pas non plus tomber sur un label qui me dit bah écoute ton morceau il est bien mais il sort dans 7 mois et demi. Ouais. Donc voilà, je suis retourné vers les gens avec qui j'avais travaillé de chez Serial, à qui j'ai proposé de se lancer dans l'aventure et qui ont accepté tout de suite. Parce que voilà, je suis toujours en bon terme avec eux, je ne suis plus chez eux, mais je travaille toujours avec eux via Serial et le label Olympia. Et voilà. Olympia qui est donc ton label, hein, Olympia Records, Olympia Records qui est mon label. Début 2013. Voilà, c'est ça. Et donc je bosse avec les gens qui travaillent chez Serial, qui s'occupent aussi d'Olympia Records. Et voilà, c'est très professionnel, c'est très bien. Ça me convient très très bien. Donc c'est toi le patron, c'est toi le boss. Voilà. Pour fêter ça, donc ce premier titre Andromeda, et derrière, eh bien, t'as sorti des choses très stellaires. Hein. On a du Pegasus, oui. du Majoris, du Solar. Il se passe quoi en fait là, au niveau de l'espace? Bah écoute, Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? je suis passionné par l'univers, donc tu vois, il fallait que je mette un petit peu ça dans ma musique. Ça me plaît beaucoup, et puis ouais, c'est une autre passion, donc je voulais aussi la mélanger. Voilà, c'était ma façon à moi d'introduire ça, parce que bon, je vais pas faire des morceaux avec des bruits d'étoiles, donc ça me paraît compliqué en même ça temps. va être un peu compliqué, surtout que c'est pas beau, mais voilà, c'était une manière à moi aussi de mettre un univers un petit peu différent que de tout ce qu'on peut voir quoi ailleurs. Et je pense que ouais, ça se différencie pas mal quand même. Parce qu'en plus c'est une pause. Ton label à toi, 2013 finalement, c'est l'année où on va découvrir Arias où maintenant tu vas être à 100% toi, c'est ça l'idée? Je vais être ouais, on peut résumer ça comme ça. Je vais être en tout cas autonome à 100% et faire ce que je veux, comme je le veux, comme je l'entends, et prendre les décisions que je veux. Même si je l'avais déjà, j'avais quand même à l'époque, j'avais quand même une gestion de ma carrière qui n'était pas aussi radicale. C'est-à-dire que je regardais un petit peu autour, et là, bon bah voilà quoi, je fais ce que je veux, comme je veux, si je veux. Voilà, ça va être vraiment la musique que j'entends, que j'ai envie de faire, et sans pression, sans plus aucune pression qui m'a fait arrêter quelques années plus tôt, quoi. Et c'est quoi alors la musique que tu as envie de faire? Bah écoute, bonne question, je ne sais même pas. C'est la musique que j'ai envie de faire à l'instant T quand je suis devant mon PC, quoi. Voilà, je me pose, il y a un truc qui vient, bah voilà, ce sera ça, quoi. Je peux pas te dire. Après, oui, il y a une tendance à la progressive, électronique, progressive, électro. Ça gravite autour de ça, mais il n'y a pas de... Voilà, je m'oblige à rien, en fait. Bah, récemment, on a entendu dans certains médias que je ne citerai pas certaines choses assez sympas sur toi, qui te classaient justement pas mal dans la catégorie progressive et qui te comparaient à un certain Eric Prydz. J'imagine que ça te fait plaisir, ou est-ce que tu as l'impression d'être mis un peu dans une case ou... J'ai lâché ma petite larme, hein, ça, je vais pas te le dire. Mais c'est super gratifiant, quoi, parce que c'est quand même... si aujourd'hui, entre la progressive house telle qu'elle a toujours été continue d'exister, c'est quand même grâce à des artistes comme Eric Prydz, Deadmau5, Cascade. C'est eux les piliers de ce mouvement-là, en tout cas. Et je pense que c'est grâce à eux que cette musique va continuer dans le futur. Et donc d'être comparé à ces gens-là, c'est quand même cool, quoi. Voilà, ça donne confiance, et ça permet de voir un peu l'avenir, pas plus clairement, mais en tout cas être un petit peu optimiste, quoi. Ça fait plaisir, c'est sûr. C'est des mots qui touchent. Et maintenant que tu es en confiance, eh bien, tu sors des tracks. Et justement, cette semaine, tu en as sorti un nouveau. C'est ça. C'est aussi pour ça qu'on te reçoit sur Prisme Radio pour parler de cette petite nouveauté. Ça s'appelle Virgo. Parle-nous un petit peu de ce track Arias qui s'appelle donc Virgo et qui est sorti lundi dernier. Ouais, c'est sorti lundi. Alors, parler de ce track, bah écoute, c'est un morceau... J'aime bien, il est voilà, sympa. J'aime bien, c'est sympa, c'est de la musique, ça c'est quoi. Okay. Non mais c'est aussi un peu, c'est un peu différent. Enfin, pour ceux qui ont entendu les sorties précédentes, pareil, s'il y a une petite cassure entre guillemets. Les morceaux que j'ai sortis avant, les 4 premiers morceaux que j'ai sortis sur le label, c'était des morceaux que j'avais
fait pendant ma retraite, on va dire, entre guillemets. C'est des morceaux qui me tenaient à cœur de les sortir parce que je les aimais beaucoup, vraiment. Et mais bon, je savais très bien que j'allais pas faire danser la planète avec ça, c'était clair et net, je le savais d'avance. Mais je voulais les sortir parce que voilà, c'était moi à 100 milliards de % et que ça me plaisait. Maintenant, le Virgo, c'est un track que j'ai pensé, en tout cas quand je l'ai fait, j'avais plus une vibe club dans laquelle j'ai envie de retourner, quoi. Et donc voilà, c'est beaucoup plus club et ça s'entend en tout cas, je pense. Ça tape plus, c'est plus main en l'air, c'est plus sourire aux lèvres. Ça marche puisque je crois qu'il a déjà été playlisté par ouais, plusieurs DJ. Ouais, par WNW, et Hard Rock Sofa et d'autres. Donc c'est cool de voir qu'il y a aussi des gens qui sont pas vraiment dans ce que qui ne jouent pas ce que je fais, en tout cas en live, qui ne produisent pas ce que je fais, mais qui sont sensibles à ce que je fais quand même. Et qui le jouent dans leur podcast. Et c'est cool de voir ça parce que on est dans un milieu qui est un petit peu qui tourne un petit peu sur lui-même, le DM, je trouve. Et c'est cool de voir qu'il y a encore des artistes qui sont ouverts à des choses différentes, quoi. Bah en fait, c'est ce que tu dis, c'est rare maintenant dans un track, que ce soit en club ou en festival, de voir un DJ qui va être en fait motivé par la curiosité, tu vois, qui va vouloir faire découvrir de nouveaux tracks. Donc c'est pas évident, toi, en faisant comme ça ton retour, à essayer d'être playlisté. J'imagine que c'est un sacré défi. Ah bah ouais, c'est un challenge, hein. C'est vraiment un challenge, un gros challenge, parce que surtout qu'aujourd'hui, en tout cas dans le milieu EDM, dans ce mot-là, j'aime pas beaucoup, mais bon, dans le milieu EDM qui rassemble à peu près tous les mouvements de musique électronique, il y a une tendance à que ce soit une musique assez dure quand même, que ce soit une musique assez dure, et moi j'arrive avec des sonorités qui sont plutôt entre guillemets douces. Donc c'est vrai que pour se faire playlister par des gens comme ça va être un challenge. Mais je suis confiant, je pense que ça peut le faire. Non, et puis ça revient, j'ai l'impression que les gens se calment un peu. Il y a eu quand même une espèce d'énorme salle où on a pris des... Je sais pas ce qu'ils ont pris pendant 2 ans. Ouais, c'est ça. Mais t'étais pas là, les gens se sont dit, bon, on va s'énerver un petit peu maintenant qu'il a pris des vacances. C'est cool. Et là, j'ai l'impression que ça se calme un peu, donc qui sait, il y a peut-être une carte à jouer avec ça. Bah écoute, peut-être. Mais l'avenir nous le dira, tu sais, les gens, ils sont prêts à écouter de tout. Voilà. Donc les gens qui écoutent de l'électronique aujourd'hui, ils écoutent aussi du rock, puis ils écoutent de la trap, puis ils écoutent du R&B, puis du rock. Enfin, ils écoutent de tout, donc je pense que les gens n'ont plus de limites et ne sont plus... on n'est plus dans les années 60 où t'avais des gens qui écoutaient que du rock, puis t'avais les gens qui écoutaient que de la techno sous acide à 6h du mat. Tu vois, c'est vraiment plus ça. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, quoi. Les gens sont beaucoup plus ouverts et pourtant on a l'impression qu'ils sont plus fermés. Mais c'est pas le cas. Donc je pense que ça va le faire. D'accord, il faut qu'on traverse les genres tous ensemble, voilà, dans la grande famille de la musique, ça marche. Et sur ce label Olympia, du coup, là pour l'instant, tu as déjà sorti pas mal de tracks au final. Est-ce que tu veux aussi accueillir des artistes sur ton label ? Bah écoute, sur le principe, oui. Parce que moi aussi, j'ai envie d'avoir un label qui soit un peu un lieu de passage d'artistes de qualité, on va dire. Voilà, c'est un peu le rêve de toute personne qui, je pense, monte son label, quoi. Mais pour l'instant, je pense pas avoir ni la taille, ni les capacités, ni la légitimité. Oh là là. T'as pris un risque avec celui-là. Tu l'as vu un peu. Je l'ai placé. Donc la légitimité pour prétendre à sortir quelque chose et créer un artiste en tout cas. Donc on va attendre un petit peu d'être plus solide. Et quand je serai assez solide et que le label sera assez solide, et que ce label justement aura une aura assez grande pour faire rayonner un artiste en son sein, je pense que je me lancerai. Mais avant, ça sert à rien, ce serait mettre des bâtons dans les roues à des artistes qui ont du talent, tu vois, donc... je suis gentil. Gentil. Mais avant ça, il y a une autre solution évidemment pour continuer à fréquenter des gens tout en produisant, c'est faire des collabs. C'est ça. Ça, t'en es où ? Est-ce que tu y penses aussi ? Bah écoute, ouais. Là, j'ai un morceau que j'ai bossé cet été, que des artistes de Size ont entendu et sur lequel ils sont en train de bosser. Et écoute, je pense que les gens vont aimer. Je pense que les gens vont vraiment aimer. Là, on est en train de taffer un vocal. Donc, voilà, on va essayer d'aller chercher les gens là où ils sont. Toujours avec de la musique douce. Mais ouais, je pense que les gens vont aimer, voilà. Donc, je peux pas en dire plus, étant donné que le morceau n'est pas fini et que je sais pas comment ça va se terminer, tout ça. Mais en tout cas, c'est en bonne voie
et vous serez avertis les premiers. Cool. Sur prismeradio.com, évidemment, Voilà. vous pourrez trouver toutes Juliette les infos. Léniel, premier étage. Bureau de C'est le droite. bureau de droite, au secours, quoi. Voilà, vous saurez tout, suivez tout sur prismeradio.com pour ce petit dossier size. En tout cas, un conseil, je te conseille de manger un bon gros kebab pour la fin de la production. Pour l'associer, hein, toujours, on est dans Toujours, l'idée des- je suis dans la frite, tout ça. Voilà, la garde la frite. Oh mon Dieu, j'arrive pas à croire que je l'ai faite. Collab, évidemment. Collab, on garde ça en tête pour ton nouveau label. Et en parlant de ça, puisque moi, ce que j'aime bien faire, c'est farfouiller. Figure-toi que en me baladant sur ton Instagram, j'ai entendu un truc, j'ai entendu ça. Alors, la qualité est très moyenne, hein, on va pas se mentir, mais c'est parce que je l'ai piraté sur ton Instagram à l'ancienne, en mode bootleg et enregistrement au noir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Parce que j'ai vu quelques mots du genre Arno Cost, Not Over. Dis-nous un petit peu là ce qui se passe. Bah écoute, ça, ce que vous avez entendu là, c'est la première version du morceau Days to Come. Que j'avais fait avec Arnaud donc à l'époque et que c'était la toute première version voilà, qui n'est jamais sortie et que j'aime beaucoup et donc je sais pas, j'avais posté ça sur Instagram puisque en fait en fouillant dans des disques durs j'étais retombé dessus et en l'écoutant j'avais trouvé ça énorme, donc voilà, je voulais le partager avec les gens et on verra avec Arnaud si un jour peut-être il se motive ou... Enfin, je vais essayer de le motiver. C'est peut-être un signe aussi parce que cette histoire de boucle qui se boucle et qui se déboucle, t'as commencé avec lui, t'as fait juste avant ta pause, c'était lui. Là tu reviens, tu auras peut-être ça. C'est ça. Non mais ouais, c'est vrai que moi j'aimerais bien sortir des morceaux comme ça qui n'ont jamais vu le jour et qui pour moi avaient vraiment un potentiel, quoi. Évidemment, pour défendre tous ces nouveaux tracks et ces éventuels collabs, tout le monde pense au live, au club, au festival, aux dates. Ouais. Est-ce qu'on va revoir Arias derrière des platines bientôt ou pas? Bah écoute, tout doucement, mais sûrement. Ouais, là, je joue justement avec Arnaud au MAD en Suisse, que je te dise pas de bêtises, le début décembre, le 13, il me semble. Ok. Ouais. Après il y a une date sur Bordeaux qui arrive et normalement l'année prochaine il va y avoir d'autres dates qui vont tomber, voilà. Donc tu reprends, ça te manquait ça? Enfin là tu sens un peu quand tu vas voir parce que j'imagine que tu continues de temps en temps aller en boîte voir un peu tes potes ou pas d'ailleurs, ça te manque un peu, tu le sens ça? Bah, c'est vrai que dernièrement, là, quand je vais en soirée, que je vois tous mes potes, que ce soit Bennett, que je côtoie toujours, que ce soit Mercer, que vous avez reçu, que ce soit d'autres, c'est vrai que quand je suis derrière, que je les vois en train de tourner les boutons, ça me brûle un peu les doigts, quoi. Donc ouais, j'ai hâte d'y retourner, ouais. J'ai vraiment hâte d'y retourner. On va guetter ça parce que voilà, tu vas partir faire du live un petit peu partout pour jouer tous les tracks que tu as sortis sur ton nouveau, ton premier d'ailleurs, ton label à toi qui s'appelle Olympia et Virgo qui est sorti cette semaine. Vous pouvez le choper évidemment sur Beatport, jetez-vous dessus et sinon on peut te suivre un peu partout, hein, sur Facebook, tu es sur Twitter, tu es sur Instagram, ton label aussi puisque tu as ta page Olympia Records sur Facebook. C'est ça. Voilà, je crois que c'est pour c'est ça en réseaux sociaux. Bah écoute, il y a un, c'est ça, il y a Instagram, Facebook, Twitter. C'est ça. Ayam-Arias, voilà. Pour ceux qui cherchent, mais j'avais un Vine mais qui est un peu abandonné, je trouve ça. Putain, c'est compliqué de faire rire les gens, quoi. Ouais. 6 secondes, je crois faut que être imaginatif. c'est réservé pour toujours à Dylan Francis. A priori, voilà, il a pris le truc. Il a trouvé le créneau et voilà. Bon, merci beaucoup Arias d'avoir été là pour cette interview et évidemment je rappelle que là tout de suite que personne ne doit partir puisque tu nous réserves une petite surprise, un mix d'1 heure et je pense qu'on va tous passer un très très bon moment. Merci Arias, on se retrouve tout de suite pour un mix exclusif sur prismeradio.com.